On passe un temps fou à comparer les processeurs de nos smartphones, à acheter la dernière carte graphique hors de prix et à rajouter de la RAM pour que nos machines ne rament plus. Mais on ignore presque toujours que la machine de traitement de données la plus sophistiquée, la plus complexe et la plus fascinante de l'univers connu est confortablement installée, juste là, entre nos deux oreilles. Bonjour à tous et bienvenue sur LabGest. Aujourd'hui, on organise le match ultime, l'architecture de ton cerveau face à l'architecture du meilleur ordinateur du monde. Et spoiler, l'ordinateur se prend une claque monumentale. Mais le but aujourd'hui n'est pas juste de distribuer des points, c'est de comprendre comment la biologie bat la technologie. En visualisant le fonctionnement de ton cerveau comme s'il s'agissait des composants d'un PC, tu vas découvrir les limites de ton propre hardware et surtout comment l'overclocker pour littéralement décupler ta productivité au quotidien. Prêt pour l'upgrade? On lance le boot. Pour comprendre l'avantage de ton cerveau, il faut d'abord regarder la concurrence. Dans un ordinateur classique, on utilise ce qu'on appelle l'architecture de von Neumann. C'est un principe simple avec une séparation stricte des tâches. D'un côté, le processeur, le CPU, qui mouline et fait les calculs. De l'autre, la mémoire, la RAM et les disques durs qui stockent les données. Le CPU, c'est un travailleur ultra rapide mais solitaire. Il traite l'information de manière séquentielle, une par une, mais à des vitesses hallucinantes de plusieurs gigahertz. Un transitor à l'intérieur s'allume ou s'éteint en une fraction de nanoseconde. Ton cerveau, lui, tourne sur du 8-ware, un matériel biologique humide. Ces transistors à lui, les neurones, tu en possèdes environ 86 milliards. Et si on joue au jeu de la vitesse pure, le neurone est d'une lenteur désespérante. Une impulsion nerveuse voyage à environ 120 mètres par seconde. Et un neurone ne peut s'activer que quelques centaines de fois par seconde. Face aux milliards d'opérations par seconde d'un CPU, on a l'impression que la biologie a déjà perdu. Mais voici la boîte secrète de la nature, le parallélisme massif. Un processeur PC va avoir 8, 16 ou peut-être 64 cœurs pour les plus hautes gammes. Ton cerveau, lui, est l'équivalent d'une machine avec 86 milliards de cœurs fonctionnant tous en même temps. Chaque neurone est connecté à environ 10 000 autres neurones via ce qu'on appelle les synapses, formant un réseau ahurissant de plusieurs centaines de milliers de milliards de connexions. Et il y a mieux, sur ton PC, pour faire un calcul, le CPU doit chercher l'info dans la RAM, faire l'opération, puis renvoyer le résultat. Ce va-et-vient constant crée un embouteillage connu sous le nom en informatique, dénommé le goulot d'étranglement de von Neumann. Ça freine la machine. Dans ton cerveau, le calcul et la mémoire se trouvent exactement au même endroit. La synapse sert à la fois à transmettre l'information et à la stocker. C'est l'équivalent d'un processeur qui serait littéralement fusionné avec sa propre RAM. C'est brillant, n'est-ce pas? En parlant de RAM, c'est là que le match prend une tournure qui va directement impacter ta productivité. Sur un ordinateur, la RAM, Random Access Memory, est la mémoire vive. C'est la table de travail. Si tu ouvres 40 onglets Google Chrome en même temps avec Premiere Pro en fond, ton PC va commencer à cracher ses poumons, car la table de travail est pleine. L'équivalent de la RAM dans ton cerveau, c'est la mémoire de travail. C'est elle qui est activée dans ton cortex préfrontal quand tu retiens un code de vérification SMS, juste le temps de le taper sur ton ordi ou quand tu gardes en tête le début de ma phrase pour en comprendre la fin. Mais attention, la RAM humaine a un énorme défaut de conception si on la compare à nos machines. Un PC banal possède aujourd'hui 8 voire 16 gigaoctets de RAM. Ta mémoire de travail, elle, est ridiculeusement petite. Longtemps, on a cru à la loi de Miller disant qu'on pouvait retenir 7 éléments, plus ou moins 2, en même temps. Mais les recherches récentes en neurosciences cognitives ont revu ce chiffre à la baisse. En réalité, ta RAM biologique ne peut retenir strictement que 4 éléments à la fois. C'est la preuve scientifique définitive que le multitâche humain est un mythe total. Quand tu penses faire 3 choses en même temps, tu ne le fais pas.
Ton cerveau fait du context switching. Il désinstalle violemment une application de ta RAM cérébrale pour en installer une autre, et ce, toutes les demi-secondes. En informatique, ce processus s'appelle le threading et ça détruit les performances d'une machine. Biologiquement, cela génère du cortisol, l'hormone du stress, brûle du glucose à vitesse grand V et provoque une fatigue mentale intense, tout en baissant temporairement ton QI effectif d'environ 10 points. Pire que si tu avais fumé un joint, selon certaines études scientifiques sur la concentration au travail. Alors, la question que tu te poses est: comment fait-on pour ne pas crasher notre petit système de 4 slots de RAM? En informatique, quand l'espace manque, on compresse les données. En neurosciences, on appelle ça le chunking, le regroupement d'informations. Prenons ces 9 lettres: F, B, I, C, I, A, O, N, U. Si tu essayes de les mémoriser individuellement, ta mémoire de travail sature instantanément. L'écran bleu n'est pas loin. Mais si tu trouves une logique et que tu les regroupes ainsi, par exemple FBI, CIA, ONU, tu viens de transformer 9 fichiers lourds en seulement 3 paquets de données, des chunks. Ta RAM respire de nouveau. Dans ta productivité quotidienne, ça se traduit par regrouper les petites tâches similaires comme traiter tous les emails d'un coup de 9h à 9h30 plutôt que de les laisser interrompre ton flux de travail toute la journée. Mais le vrai acte de productivité, la mise à jour ultime du système, c'est l'externalisation de la RAM. Puisque la mémoire vive de ton cerveau est extrêmement coûteuse en énergie et très limitée, arrête de t'en servir comme d'un espace de stockage. Utilise un second cerveau, un carnet de notes physiques ou un outil numérique. En déchargeant toutes les pensées parasites, rappels et petites informations sur un support externe de confiance, tu libères 100% de la puissance de calcul de tes 86 milliards de neurones. Ton cerveau n'est pas fait pour retenir des listes de courses, il est fait pour l'analyse complexe, la créativité et la résolution de problèmes. Laisse le stockage au disque dur. Parlons maintenant de l'humiliation finale pour les ordinateurs, la consommation énergétique. L'un des supercalculateurs les plus puissants de la planète, c'est Frontier. Il réalise un quintillion d'opérations par seconde. Impressionnant, n'est-ce pas? Mais pour faire ça, il a besoin de 21 MW d'électricité. De quoi alimenter une ville entière, plus un système de refroidissement de la taille d'un immeuble. Ton cerveau, lui, est capable de réaliser des exploits de reconnaissance des formes, d'intuition et d'adaptation motrice que Frontier ne sait même pas simuler correctement. Et pour tourner, ton cerveau consomme environ 20 watts, l'énergie que tu trouves dans un seul fruit, l'équivalent d'une petite ampoule LED. La question qu'on pourrait se poser maintenant est: comment expliquer cette différence énorme? Dans un ordinateur classique, on utilise ce qu'on appelle une horloge globale. À chaque tic de cette horloge, les fameux gigahertz de ton processeur, l'information circule dans tout le système. Même quand ton PC ne fait presque rien, l'électricité pulse, les circuits chauffent et les ventilateurs tournent. C'est l'équivalent de laisser toutes les lumières et le chauffage allumés dans une maison de 50 pièces juste parce que tu es dans la cuisine. C'est un gâchis énergétique monumental. Ton cerveau, lui, est un maître de l'économie. Il utilise ce qu'on appelle un réseau de neurones à impulsion. Il n'y a pas d'horloge globale. Un neurone ne s'active et ne consomme de l'énergie que lorsqu'il a une information pertinente à transmettre. C'est une architecture événementielle. Si on reprend notre analogie, ton cerveau n'allume la lumière que dans la pièce où tu te trouves et il l'éteint instantanément quand il sort. Résultat, une efficacité énergétique des millions de fois supérieure à celle du silicium. Mais la véritable révolution, celle qui change tout, se trouve ailleurs. Si tu veux qu'un vieux PC fasse tourner un jeu récent ou un modèle d'IA, tu n'as pas le choix. Tu dois jeter la vieille carte graphique et en acheter une nouvelle. Le matériel informatique, le hardware, est rigide. Il naît et meurt avec les mêmes composants. Ton cerveau, en revanche, est un hardware fluide. C'est le concept de neuroplasticité.
À chaque fois que tu apprends quelque chose de nouveau, que ce soit jouer de la guitare, coder en Python ou même regarder cette vidéo, d'ailleurs que je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, ton cerveau modifie physiquement sa propre architecture. Il crée de nouvelles connexions synaptiques. C'est comme si, en utilisant beaucoup un logiciel, ton ordinateur soudait tout seul des nouveaux fils sur sa carte mère pour être plus rapide le lendemain. Et ça va plus loin. Quand tu t'entraînes et que tu répètes une tâche, ton cerveau lance un processus appelé myélinisation. Il entoure les connexions neuronales les plus utilisées d'une gaine de graisse blanche. La myéline, c'est l'équivalent de remplacer un vieux câble en cuivre tout lent par de la fibre optique ultra haut débit. L'information y voyage jusqu'à 100 fois plus vite. C'est pour ça qu'une action qui te demandait une concentration énorme au début, comme par exemple conduire une voiture, devient totalement automatique par le temps. C'est exactement cette capacité d'automodification qui te permet d'apprendre n'importe quelle compétence à tout âge. Et maintenant qu'on comprend le mécanisme, on peut l'optimiser. Alors maintenant qu'on sait comment la machine fonctionne, comment on l'overclock sainement, comment hacker cette neuroplasticité pour être plus productif. Le hack numéro 1, c'est la répétition espacée. Ton cerveau est économe, on l'a dit. S'il voit une information une seule fois, il se dit « pas important, je supprime ce fichier temporaire ». Pour forcer la myélinisation, tu dois utiliser la répétition espacée. Revoir l'information après un jour, puis 3 jours, puis une semaine et enfin un mois. C'est le signal d'alarme pour ton cerveau. Il se dira « ok, cette donnée revient tout le temps. Je dois construire une autoroute en fibre optique pour la stocker. » Des applications comme Anki font ça très bien. Le hack numéro 2, c'est la défragmentation nocturne. Tu te demandes pourquoi on dort un tiers de notre vie. Du point de vue productivité, le sommeil n'est pas une perte de temps. C'est l'équivalent de lancer un nettoyage des disques, une mise à jour système et une défragmentation en même temps. Pendant la nuit, ton cerveau fait les tri. Il efface les connexions inutiles, l'élagage synaptique et consolide les apprentissages de la journée. Mieux encore, tes cellules gliales agissent comme des nettoyeurs et évacuent des toxines métaboliques accumulées le jour. Si tu ne dors pas assez, tu empêches ton système de faire sa maintenance. C'est comme refuser de redémarrer un PC qui tourne depuis 6 mois. Ça finit toujours par un écran bleu, le fameux burn-out ou le brouillard mental. En fin de compte, comparer le cerveau à un ordinateur, c'est presque faire une insulte au cerveau. Oui, nos machines calculent plus vite des équations mathématiques pures, mais aucune machine n'est capable de s'adapter, de s'auto-réparer, de changer sa propre structure physique en fonction de son environnement. Tout ça avec l'énergie d'un simple fruit. La prochaine fois que tu te sens improductif, rappelle-toi que le problème ne vient pas de la machine, mais des utilisateurs. Apprends à respecter ton architecture. Limite le multitâche pour ne pas saturer ta RAM. Utilise un second cerveau externe pour externaliser le stockage. Applique la répétition espacée pour forcer la myélinisation et donne à ton système le sommeil dont il a besoin pour installer ses mises à jour. Ton cerveau n'est pas juste une machine, c'est la machine. Et maintenant que tu connais le modèle d'utilisation, tu peux l'exploiter à son plein potentiel. Si ce voyage au cœur de notre propre hardware vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu. Ça aide énormément la chaîne à se référencer. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines explorations à la croisée de la tech et de la science. D'ici là, prenez soin de vous.